Myriam, merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode. Merci Giuseppe. Je suis vraiment ravi d'échanger avec toi et la communauté également. Elle nous a envoyé plusieurs questions qui vont nous permettre de mieux te connaître, connaître ton parcours. D'ailleurs, Myriam, par rapport à cette présentation, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter pour qu'on te connaisse mieux? Oui, peut-être un petit volet sur ma vie privée. C'est vrai que qu'on est entrepreneur, mais on est aussi, des êtres à part entière en dehors de notre, activité professionnelle. Je suis maman de 2 enfants qui ont aujourd'hui 4 et 6 ans et je travaille avec mon mari qui a rejoint la société il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Donc on est un sacré duo. Magnifique, donc toi aussi tu travailles avec ton conjoint. Qu'est-ce qui t'a donné envie en 2012 de créer ton entreprise? J'interromps moi-même très brièvement cet épisode pour te dire que si tu es en Suisse romande, à Genève, à Lausanne, canton du Valais, canton de Neuchâtel, on t'invite à participer jusqu'à 2 fois à nos événements, même si tu n'es pas membre. Bon, si tu es membre, tu sais que tu peux venir de façon illimitée. Ces événements s'adressent aux entrepreneurs, s'adressent à ceux qui sont à leur compte, ceux qui sont aussi salariés mais représentent leur entreprise, ceux qui dirigent leur entreprise, bref, à tous ceux qui veulent élargir leur cercle d'influence, qui veulent plus de visibilité, qui veulent échanger avec d'autres entrepreneurs sur les sujets qui leur sont chers, tous ceux qui veulent finalement aussi quitter la solitude de l'entrepreneur. On t'invite à participer. Tu vas sur cartonnet.com. Tu as aussi des événements en ligne auxquels tu peux participer et tu es vraiment le ou la bienvenue. En 2012, j'ai fait un petit peu on va dire le parcours académique que j'ai fait et lorsque je suis revenue en Suisse, donc ça c'était plutôt 2011 pardon, j'ai cherché un emploi, on va dire, dans les entreprises susceptibles d'être intéressées et intéressantes, hein, et il s'est avéré que, les portes ne s'ouvraient pas et j'ai comme on va dire comme approche de la vie que lorsque les choses ne se font pas telles qu'on s'était imaginé qu'elles se feraient, c'est qu'il y a peut-être d'autres portes à aller, enfoncée et je me suis questionnée sur, ben, mes envies, sur, qu'est-ce qui pourrait m'épanouir professionnellement et très vite, en fait, l'idée de l'entrepreneuriat était là et je me suis dit: «Tiens, peut-être que je dois suivre un chemin qui peut paraître beaucoup plus risqué, qui peut paraître beaucoup plus audacieux, mais qui est celui de l'entrepreneuriat» et donc du coup, j'avais 26 ans et je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire?» et c'est un peu, on va dire, ce manque d'opportunités dans un certain sens qui a créé, bah, une opportunité de créer une entreprise et j'en suis ravie. OK, excellent, excellent. Donc en fait, un manque d'opportunité en a créé une autre. Est-ce que quand même dans ta famille, dans ton entourage, tu avais des entrepreneurs et donc tu avais comme cette idée derrière la tête, quelque part? Oui, oui, bien sûr. Mes parents, sont entrepreneurs, donc c'est vrai qu'on a baigné, dans un environnement où je dirais que le mindset était déjà très entrepreneurial, hein, pour situer un petit peu, mon père est entrepreneur depuis son plus jeune âge, il a commencé, il avait 21 ans et il a géré 2 commerces, du haut de ses 21 ans à l'époque, qui était, celui donc du domaine agricole et en parallèle d'un hôtel-restaurant. Donc c'est vrai que lorsque ma sœur et moi on est arrivés, on a été baignés dans ces 2 commerces qui sont très, complémentaires d'une certaine façon, mais qui sont aussi très demandeurs d'une autre manière. Mais on a surtout, été, au contact de nos parents qui étaient dans une dynamique de travail et un état d'esprit en fait, comme tu le dis Giuseppe, qui est celui de s'épanouir par le travail, que le travail c'est la santé, enfin voilà, c'est tout un tas de valeurs qui ont été véhiculées depuis notre plus jeune âge et que je pense porter encore aujourd'hui. Mmh. Puisqu'on parle d'environnement, de personnes avec lesquelles, on s'entoure et dans les toi, en fait, tu baignes, on peut dire, ou tu es entouré de personnes, on l'a dit tout à l'heure, c'est ton positionnement, qui sont, fortunés, qui ont un très haut, pas un revenu, mais un très haut patrimoine net, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Est-ce que tu si je par la question, est-ce que tu viens de ce milieu? Pas du tout, non, pas du tout. Moi, je viens, comme je l'ai évoqué, hein, dans un contexte, de d'entrepreneurs qui travaillaient la terre et qui étaient dans le service et l'hospitalité. Donc on est en milieu, je dirais c'est toujours tellement difficile à catégoriser, mais s'il faut donner une catégorie, classe moyenne, on a grandi avec tout ce qu'il fallait. On a eu beaucoup, beaucoup de chance. Mes parents nous ont donné une enfance vraiment, heu magnifique. On a manqué de rien et on a pu grandir avec des valeurs qui étaient, bah, une base géniale pour la suite et pour moi, c'est ça qui compte vraiment et je dirais que par rapport à ma façon de voir la vie et les environnements, à travers lesquels je navigue, parce que c'est vrai qu'on y viendra peut-être plus tard, mais
l'agriculture, la restauration, l'hôtellerie et puis ensuite le service aujourd'hui avec Alévis Prestige à ses clients qui ont un certain pouvoir d'achat, fort pouvoir d'achat même. Peu importe d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, je pense que ce qui est vraiment intéressant et je le constate tous les jours au contact de mes clients, des collaborateurs de ces clients et des partenaires avec lesquels on travaille, c'est les valeurs et c'est ça qui est beau et le pouvoir d'achat, bon, bah, écoutez, finalement, c'est anecdotique. Merci beaucoup de le préciser. Et justement, quand tu t'es lancé en 2012, tu avais quels moyens? Déjà financièrement, tu en étais où? J'avais pas grand-chose parce que, j'ai terminé donc mes études et bah, j'étais jeune diplômée et je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on a échangé un petit peu en famille sur mon souhait de peut-être devenir entrepreneur, ça a résonné de manière, on va dire, un petit peu, aigre-douce, au sein de la famille et bah, en fait, j'ai fait le choix et j'ai fait le pari de me lancer sans rien demander à personne et j'ai démarré avec 200 francs parce qu'il fallait, plus ou moins ce montant-là pour inscrire une, raison individuelle. Donc j'ai démarré avec une raison individuelle. C'est vrai que l'avantage de lancer une société de services, c'est que ça requiert pas des investissements lourds en termes d'infrastructure. J'ai démarré, depuis la maison. J'avais, bah, mon ordinateur, j'avais une voiture, enfin j'avais de quoi me déplacer, de quoi prospecter, de quoi créer. Je me souviens, j'ai fait mon premier site internet toute seule et on était en 2012, donc ce n'est pas les outils qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, avec beaucoup de volonté, du temps et une force, je dirais, de caractère et de la résilience et puis bien évidemment, la conviction aussi, bah, en fait, c'est complètement faisable il ne faut pas grand-chose pour se lancer, pour ceux qui auraient peut-être envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Merci de le dire parce on s'adresse en partie à eux. J'entends une partie de notre audience a un projet entrepreneurial, d'autres sont un peu plus avancés. Mais c'est important ce que tu dis. Est-ce que d'ailleurs au début tu as surmonté des défis où il y a des barrières qui se sont posées sur ton chemin au début du lancement de ton entreprise? Oui, bien sûr qu'il y en a, bien sûr et on peut parler de différents types de défis, on peut parler peut-être même de certaines déceptions, mais au contraire, on peut parler de magnifiques surprises et moi, j'ai une tendance à toujours voir le verre à moitié plein et j'ai cette, leçon de vie que je me répète souvent, c'est de me dire lorsque c'est dur, c'est pas juste dur, c'est qu'en fait, j'apprends et je vais sortir grandi de tout ça. Alors évidemment que quand on est dans la difficulté, bah, il y a un peu de souffrance ou un peu de doute, il peut y avoir des sentiments qui ne sont pas les sentiments les plus réjouissants, mais en fait, ça fait partie aussi du développement et ça fait partie de la création. Donc oui, au départ, il y a des moments où j'ai dû me dire: «OK, je mets des œillères et là, je me focalise sur la création de mon entreprise, le développement de celle-ci et je ne me laisse pas interférer par ce qu'on peut bien penser ou remettre en question». Est-ce que concrètement, il y a une situation dont tu peux parler, qui est difficile et comment tu l'as surmontée finalement? Peut-être tu t'es dit: «Ouh là là, tout peut s'arrêter ici», mais finalement tu as réussi à aller de l'avant. Tu me demandes par rapport au début lors de la création de l'entreprise? Ça peut être au début, mais si tu as quelque chose à partager sur plus tard, ça nous va aussi. Écoute, c'est un peu c'est un sujet sur lequel je voulais pas parler, mais il se trouve que c'est quand même le sujet qui a été un petit peu, on va dire la période de vie qui m'a beaucoup fait me questionner, donc je vais en parler parce que je pense que ça peut être bénéfique aussi. Hem, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 garçons avec mon mari, donc nous avons 2 garçons et il est vrai que la maternité est arrivée, dans ma vie avec un certain, degré c'est pas de la remise en question, mais c'est de la réorganisation. Et je suis ravie et c'est magnifique et l'aventure, on va dire maternelle et paternelle que mon mari et moi on vit est phénoménale. Mais il est vrai qu'à un moment, j'ai été très déstabilisée dans la routine qui n'est jamais très routinière, mais on va dire dans la façon de travailler et d'avancer et même d'être en fait, entre l'entrepreneur et la maman que je suis devenue. Donc c'est vrai que ça a été une période un petit peu plus compliquée. Mais ça a été très formateur. Je pense que ça a été révélateur aussi dans le bon sens du terme et je suis ravie de réussir aujourd'hui à jongler entre ces 2 casquettes et je ne jongle pas non plus parce que finalement ça fait partie intégrante. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu un moment où j'ai
chercher, des mentors que j'ai pas trouvés. Donc au cas où, si là dehors, il y a des femmes qui sont un petit peu, dans des phases de doute par rapport à ça, je suis là. Si ça peut aider, c'est volontiers que je parle, mais off the record un peu plus. Bien sûr, alors c'est magnifique, merci de partager ça. Et je suis sûr que ça peut être inspirant et merci pour ton invitation aussi aux personnes pour qui tu pourrais hein, être mentor. On va parler tout à l'heure de stratégie de croissance, etc. Mais déjà maintenant, j'aimerais te demander quel a été le rôle du réseau dans la croissance de ton entreprise. Est-ce que tu avais un réseau quand tu t'es lancé? Est-ce que tu en as un maintenant? Bon, voilà, quelle est l'importance pour toi du réseau dans l'entrepreneuriat? C'est intéressant parce que je lisais pas plus tard qu'en début de semaine un post sur cette question du réseau sur LinkedIn une personne dont j'ai oublié le nom, je tâcherai de le retrouver pour les références, plus tard, disait très justement: «Le but de réseauter, c'est pas de sortir et de faire une énième soirée de réseautage pour distribuer les cartes et collecter les cartes. C'est bien plus que ça. Je pense que qu'on peut rencontrer une personne qui peut avoir un enchaînement de déclencheurs et d'opportunités avec cette personne qui parfois n'est pas celle qu'on imaginait non plus». Et là, j'aurais une petite anecdote. Et au contraire, passer des soirées entières à networker puis finalement ne pas avoir de débouchés professionnels. C'est vrai que la gestion du temps est cruciale et la gestion des opportunités l'est aussi. Donc, je valide complètement en fait cette approche de se dire: «OK, c'est pas une question de quantité, c'est purement une question de qualité». Et pour revenir au départ, non, j'avais pas franchement de réseau, parce que 26 ans, parce que peut-être aussi un petit peu j'ai envie de dire introvertie, dans le sens où c'est pas facile lorsqu'on a 26 ans de se dire: «Oh, je vais aller networker». Enfin moi je me souviens au départ, je me disais: «Mais comment je vais faire? Comment je vais approcher telle personne? Et waouh, il a telle expérience ou au contraire elle a fait déjà ça, il je vais paraître peu intéressante pour cette personne». Donc c'est aussi ça met au défi, hein. Il faut pas minimiser ce truc de se dire: «OK, je vais networker», mais en fait, résultat ça nous demande quand même de sortir un petit peu de sa zone de confort d'aller vers l'autre. Donc j'ai vraiment, on va dire, choisi de développer des relations de partenariat et bien sûr que du coup, c'est devenu du réseau parce qu'en fait, c'est la même chose. Et j'ai eu beaucoup plus de facilité à l'époque à rencontrer des partenaires en one to one pour leur exposer, nos services, quelles étaient ce qu'on on va dire les la valeur ajoutée qu'on pouvait amener à la, à la clientèle qui était commune entre eux et nous. Et puis petit à petit, le réseau s'est agrandi et je pense qu'encore aujourd'hui, le réseau, je le dis souvent, est notre meilleure publicité parce que c'est vrai qu'il y a cet effet, boule de neige qui est après le principe de recommandation et c'est là où c'est crucial. Donc soigner son réseau, c'est super important. Il y a seulement un certain nombre d'heures dans une journée, donc on ne peut pas entretenir toutes les relations, on ne peut pas être, visible à tous les événements et on ne peut pas même parfois, appeler les gens et rester en contact avec les gens autant qu'on le souhaiterait. Donc c'est vrai que c'est des choix, c'est un peu stratégique et je dirais qu'au-delà de ça, en fait, il faut le faire avec bienveillance et avec sincérité parce que ça se ressent. Clairement, ouais, clairement. Et je suis parfaitement d'accord avec toi sur le fait que, selon moi, le vrai réseautage ne peut se faire que en one-to-one. Mmh. Les événements, ça peut être excellent pour découvrir une personne avec qui on va aller plus loin, Mmh. mais la vraie relation se fait en one-to-one. L'échange qu'on a Oui, par exemple toi et moi maintenant, il n'est pas reproductible si on est entouré de 20 personnes qui boivent un verre. Par contre, peut-être qu'à cet événement-là, on aurait pu se rencontrer, puis après c'est vraiment en one-to-one que oui, ça se passe. Tu disais, tu parlais d'une anecdote oui. qui a eu une rencontre, qui a eu un impact justement sur ta vie pro en termes de réseautage, de networking. Tu peux Ouais, nous en parler? ouais. Parfois, lorsqu'on parle de réseau et puis, lorsqu'on parle d'affaires, le but aussi, hein, soyons francs, c'est de générer du chiffre d'affaires, de créer des opportunités, enfin, même si c'est pas une approche vénale, mais c'est une approche de création de valeur pour l'entreprise. Parfois, on a tendance à se dire: «OK, dans mon secteur d'activité, il y a un certain, type de personnes actives dans un certain type d'industrie ou de segment de l'industrie qui peuvent m'amener à tel ou tel client». Et ça, c'est vrai que j'avais cette approche-là, donc aussi de manière, on va dire, à optimiser son temps. Et bêtement, un jour, je me souviens avoir échangé avec une maîtresse d'école ou une enseignante, mais de manière complètement spontanée et juste, sur un moment de partage, «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?» enfin tout ça. Et elle était toute curieuse de l'activité dans laquelle,
je suis encore et c'était un chouette moment, mais rien d'autre. Comme on peut en avoir plein, en fait. C'est indépendant de côté networking, là. Et en fait, quelques semaines plus tard, je reçois un appel de son mari que je connaissais pas. Il me dit: «Oui, vous avez rencontré mon épouse dans tel contexte», donc je situe tout de suite. Et là, il me dit: «Je suis menuisier et je suis en train de retaper, heu, la propriété d'une famille qui a des besoins de personnel de maison parce que, ben, il est au contact de cette clientèle, ils ont échangé sur la vie, les enfants, enfin peu importe quoi, comme ça se passe et il me dit: «Bah, j'ai tout de suite pensé à vous parce que mon épouse m'avait parlé de vous». Et là, je me dis: «C'est quand même dingue» et jamais, jamais j'aurais imaginé parce que c'est pas prédictible, en fait, ce genre de scénario, qu'en échangeant avec cette enseignante de manière complètement, détachée d'intérêt et et spontanée, en fait. Et c'est ça la vie. Moi, je trouve que c'est chouette lorsqu'il y a des petits cadeaux comme ça et en fait, il y en a plus que ce qu'on pense et que ce que je pense encore parce que ça m'arrive encore régulièrement et je trouve que c'est ça qui est magnifique aussi dans l'aventure entrepreneuriale. C'est ce côté un peu de des petits cadeaux, on se dit: «Ah tiens, joli clin d'œil» et opportunité, mais enfin c'est avant tout un joli clin d'œil de la vie et c'est encourageant, je Vraiment, ouais, vraiment. C'est pour ça que une chose que je répète souvent, c'est il faut, c'est vrai qu'on fait du networking pour le business, ça c'est clair, trouve. mais il est important de le faire comme si c'était pas pour le business. C'est-à-dire juste d'être, généreux soi-même, planter des graines, faire des petits cadeaux de temps, de conseils, mettre les gens en relation. Après, tôt ou tard, bah, ça se retourne en bien, enfin ça se retourne. Ça nous revient en retour, comme cette expérience le démontre. Si on veut résumer, tu devais donner un conseil à quelqu'un voilà, qui a 26 ans, qui est un peu introverti, qui veut se créer un réseau de qualité. Pour faire simple, qu'est-ce que tu lui proposes de faire alors? Tu sais, je crois qu'on rayonne avant de parler et par là, j'entends que si, ce que la personne fait, elle le vit, elle est passionnée par son activité, par son business model, par le service, par le produit qu'elle développe ou qu'elle amène sur le marché, il y a une espèce de traction naturelle. Et peu importe, on va dire, le degré de timidité ou d'introversion ou au contraire, d'expansion, on va aussi attirer un certain intérêt, une forme de c'est assez intangible, hein, mais je dirais qu'il y a un rayonnement qui dégage et qui ressort de l'entrepreneur. Donc, avoir confiance en soi, c'est crucial. Aimer ce qu'on fait, c'est encore plus crucial et je pense que l'entrepreneuriat est généralement très lié de manière intrinsèque entre le côté passion et travail parce porte nos projets. Donc soyez vous-même, ça sert à rien de faire semblant. C'est vraiment, C'est ça. Et c'est pas parce qu'on l'entend souvent mmh. que c'est bateau. On l'entend Mmh. souvent parce que c'est vrai. Ouais. Et donc merci, merci de Mmh. revenir là-dessus. Mmh. Une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs qui ont une certaine expérience, comme c'est ton cas, hein. C'est pas pour te Non mais vieillir, mais déjà effectivement. c'est la vérité, hein, 2012, félicitations pour ça d'ailleurs. Si tu pouvais revenir en arrière de 10 ans, de 12 ans, peut-être même de 20 ans, quand tu étais encore en études, est-ce qu'il y a un conseil en particulier que tu donnerais à la Myriam de l'époque? Je repense à un défi personnel que je m'étais construite et imposé comme une grande. Je m'étais dit que tant que la société ne ferait pas 1 million de chiffre d'affaires, j'étais pas Tu légitime. n'étais pas légitime, ok, pardon. Ouais, Ouais. ouais, pardon pour, l'anglicisme Non, non, c'est moi. et je pense que l'objectif et les objectifs sont géniaux et c'est un drive, mais n'oublions pas le chemin. Et je pense que le chemin, c'est tous les jours, en fait. Il y a tous les jours des petites victoires et il y a tous les jours des accomplissements, il y a tous les jours une masse de travail qui est accomplie et on va dire de temps en temps, j'ai tendance à négliger ça parce que je vois seulement le big goal que je me suis mis pour l'année, pour le trimestre ou même pour les années à venir ou le développement de tel ou tel projet et c'est nécessaire, ça fait partie de mon fonctionnement aussi. Donc peut-être un petit peu plus de célébration en cours de chemin. Merci Myriam, merci, c'est vraiment important. Si tu es d'accord, on peut passer à une partie un peu plus mindset. Mmh. Alors déjà, tu as abordé quelques points autour de ça. La question, c'est si tu devais inventer une école de la vie, quels seraient les trois
matière essentielle de cette école de la vie? Je pense que j'ai encore tellement à apprendre que je vais donner la réponse du haut de mon humble et maigre expérience, mais ce qui me vient spontanément, c'est la résilience, la bienveillance et l'amour et le troisième, le plaisir. Est-ce que ce sont 3 qualités, valeurs qui sont indispensables dans ton activité? Ouais, ouais, ça je crois que je peux le constater. Enfin je l'ai constaté et j'ai appris à le valoriser. Hem, on va dire que le il y a peut-être l'intégrité qui vient s'ajouter là au milieu aussi. Ça va ensemble pour moi, mais oui, mais oui, parce qu'en fait on est bien peu de choses finalement et bien sûr qu'on a des entreprises à faire tourner, bien sûr qu'on a des collaborateurs à rémunérer, bien sûr qu'il y a des obligations qui sont là et qui sont importantes, hein. Mais je pense qu'au-delà de ça, une entreprise, c'est aussi un vecteur de valeur, c'est un vecteur d'épanouissement. Tu le disais, Giuseppe, en début d'entretien, on frôle les 50 collaborateurs. Alors, tout le monde n'est pas chez nous, hein. Un certain nombre de collaborateurs sont chez nos clients, donc dans les propriétés de nos clients. Mais en fait, on est aussi responsable de leur vie professionnelle en quelque sorte, même si c'est que passager parce que certains collaborateurs viennent et repartent mais durant ces laps de temps, on a une vraie responsabilité, sur ce pan-là de leur vie et parfois il y a des défis, parfois il y a des moments de vie qui sont un petit peu plus déstabilisants et d'être résilient, d'être dans la bienveillance, d'être dans le plaisir, d'avoir une interaction qui est positive sur laquelle, on se sent épanoui à l'issue de ça et là, je parle pas en relation client, que relation collaborateur. Je pense que c'est crucial parce que parce qu'on peut avoir le meilleur produit et le meilleur service du monde, mais s'il y a pas ça dans l'équation, je peine à croire que ça puisse être, pérennisé. Absolument. Et toi, Myriam, qu'est-ce qui te donne force et courage quand tu as l'impression que tout va mal? Mmh. Heu, je pense qu'au fond de moi, j'ai une petite voix, comme on a tous, que j'ai appris à écouter et cette petite voix est vraiment un moteur dans les moments où il y a un petit peu moins de lumière dans le tunnel. Pas que je sois dans le tunnel, mais voyez ce côté où les moments sont un petit peu plus, voilà, challenging. Je me dis: «OK, on focalise, je remets les œillères» et je me dis: «On avance, ça va bien se passer» et c'est vrai que c'est une force, hein, de réussir à, bah, à se recentrer et de mettre, l'énergie en œuvre malgré les doutes, malgré, les défis, malgré les problèmes, des fois aussi. Et ça vient avec quoi? Ça vient avec une conviction profonde de d'amener de la valeur ajoutée, tant auprès des clients qu'auprès des collaborateurs. Donc c'est vrai que historiquement, hein, on était, et on est encore aujourd'hui actifs dans le recrutement de personnel de maison. Donc il y a une vraie valeur ajoutée dans le quotidien de nos clients de par le travail de nos collaborateurs, mais il y a aussi, un développement professionnel pour nos collaborateurs qui a lieu. Donc pour moi là, c'est complètement, alignée, donc j'ai cet alignement-là qui me conforte et puis après on a développé 2 autres services qui viennent, en plus du staffing, donc la conciergerie et l'immobilier et là pareil en fait ça a été, s la demande est venue du marché. Ce sont nos clients qui nous ont demandé de les aider sur ces besoins-là et là c'est vrai que c'est hyper, important pour moi que de répondre à des besoins dans les meilleurs, on va dire, configuration avec le meilleur degré de service et de confidentialité qui soit. Donc oui, la petite voix au fond de moi, hem et après c'est vrai qu'il y a quand même aussi une partie, objectif. J'y reviens. Hem, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Autant j'ai pas fait de sport de on va dire, à un niveau de compétition, mais je suis extrêmement, compétitive avec moi-même avant tout. Donc c'est une combinaison de ces 2 choses qui font que, dans les moments où c'est plus compliqué, je me recentre là-dessus et j'avance. Mmh. Très fort. Effectivement, je pense qu'il y a
beaucoup de points en commun entre les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs. Il y en a qui font les deux, hein, qui cumulent Oui. les deux. Justement, tu parles de cette petite voix. Est-ce qu'il y a un dicton, un proverbe, un mantra que tu affectionnes particulièrement? En fait, j'en ai plein. Ça dure un petit moment, après je les oublie, je passe à autre chose en fonction du livre dans lequel je me plonge ou du post Instagram où je me dis: «Ah tiens, ça c'est vraiment inspirant» et hem et là maintenant non, j'en ai pas. Mais oui, j'en ai plein. Ils durent un certain moment et après je passe à autre chose. Mais au fond de moi, j'ai quand même toujours ce truc de me dire, heu, que tout ira bien. Je suis assez sensible des fois voilà, des petits signes de la vie ou en affaires même, où je me dis: «Ah tiens, OK, ça c'est cool, ça s'est bien passé, donc tout ira bien». Et c'est vrai que tout ira bien, parce que bien, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Et parfois, c'est la confusion qu'on fait. Ça Mmh. peut être même beaucoup mieux Ah de ouais? ce qu'on avait prévu. Euh, tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs de par ton activité, entre autres, de chroniqueuse à la télé. Est-ce que tu as constaté qu'il y a des mythes ou des fausses croyances autour de l'entrepreneuriat que tu aimes bien casser? Non, il y a quand même, on va dire, des fois des points communs, hein. C'est vrai que les entrepreneurs sont souvent des gens qui sont assez indépendants, très avec une forte capacité à activer un on va dire, ce qui me vient, c'est à fédérer, à f autour de leur idée et que c'est beau, c'est noble et c'est hyper, stimulant. Sur les clichés, je sais pas, tu pensais à quel cliché? Ah bah, je sais pas, il y en a qui pensent qu'il faut être, un génie, il y en a qui pensent qu'il faut être, doué pour la vente, il y en a qui pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent, il y en a qui pensent qu'il faut avoir une forte, appétence au risque, voilà. OK, ouais. Écoute, non, parce que pour le coup, je pense que le monde de l'entrepreneuriat est tellement riche de profils qui sont tellement variés et différents. On peut parler, même de la Suisse à ce niveau-là, hein. On a un pool d'entrepreneurs qui sont d'horizons complètement, divers et variés. Hem, donc non, j'ai pas de dénominateur commun, mais je pense que tous et ça va à l'encontre de ta question, je vais donner une généralité qui me vient en tête. Je pense que tous ont une capacité de travail qui est phénoménale et donc sont des gens qui sont un petit peu des peut-être même des addicts, hein, du travail en quelque sorte. Donc je te donne un cliché en plus, navrée, je viens en casser aucun. C'est c'est très bien. Est-ce que toi-même tu avais des croyances limitantes quand tu t'es lancé à 26 ans et que tu as déconstruit avec le temps? Ouais, ouais et j'en ai encore une, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir une super méga bonne idée et tout ce qu'on fait avec Alexis Prestige, on n'a rien inventé en fait, au contraire, on a juste reproduit ce qui se faisait peut-être déjà, ailleurs, on a diversifié, on a un certain nombre de services qui se font peut-être pas traditionnellement dans le secteur d'activité initial dans lequel on était. Donc oui, j'ai encore tendance à me dire: «Ah tiens, il faudrait l'idée du siècle pour, lancer, genre, tu vois, le big hit». Donc non, je pense que c'est faux en fait et je suis moi-même la preuve que c'est faux et d'autres l'histoire de l'argent revient souvent, mais plus dans les échanges que je peux avoir. «Ouais, mais il faut quand même un certain niveau de revenus ou de réserve, hein, pour pouvoir se lancer». Oui, mais parce que je pense que c'est à corréler avec, le degré d'épanouissement, le degré de plaisir, le degré de se sentir, aligné, de se sentir à sa place et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu, à revoir parce que parfois, il y a des gens qui ont des superbes idées, qui ont tout pour le faire, mais qui sont un peu, dans la retenue en se disant: «Je le ferai plus tard, je le ferai quand, je sais pas, quand j'aurai plus d'économies ou quand les enfants seront plus grands» et là, il y a souvent ce truc qui revient de se dire: «Mais est-ce que ce sera vraiment une fois le bon moment?» Et je pense que non, c'est jamais le bon moment. C'est le moment quand on a décidé que c'était le bon moment et qu'on mettrait en place ce qui fera de ce choix un lifestyle qui est en adéquation avec soi-même. Non, c'est clair, c'est clair. Et pour revenir à l'idée, j'ai l'impression que cette idée, que l'idée est si importante, elle est liée au fait qu'on valorise beaucoup
l'information, justement, et à mon avis, c'est plutôt l'action qui affine l'information. C'est le passage à l'action, le fait d'itérer, de faire des choses, en fait, qui vont améliorer notre idée, qui vont prouver si elle est bonne ou pas. L'exécution l'exécution, c'est quand même tout. Après, voilà, maintenant, il y en a qui disent, c'est un peu fini cette époque, parce que maintenant, l'exécution, c'est fait par l'IA, etc. Moi-même, qui suis dans l'informatique, je n'y crois toujours pas. Je suis persuadé qu'avec IA ou sans IA, c'est toujours l'exécution, le passage à l'action qui donne de la valeur à l'idée. Mais voilà, c'est juste mon point Non, de vue. Je ne sais pas si complètement tu souhaites et rebondir là-dessus. pour rebondir sur ce que tu dis, Giuseppe, pour moi, finalement, c'est parfois plus facile de se laisser envahir par les doutes que de les mettre de côté et d'activer les leviers qui doivent être activés, que ce soit le réseau, que ce soit, heu, ben, voilà, je sais pas, la création d'un site internet, le développement d'un produit. Enfin, finalement, c'est 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 normal de douter et je trouve que l'équation entre l'humilité, la confiance en soi est une équation qui est hyper complexe à équilibrer parce que le parcours entrepreneurial requiert une forme de, bah, de confiance en soi qui doit être assez forte, mais on doit aussi être suffisamment humble pour se remettre en question, sans se laisser envahir par ces questions qui peuvent se transformer en doute et être un petit peu source de déstabilisation. Donc c'est vraiment un équilibrage quasi, permanent. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je vis. Alors, je ne le vis pas au quotidien, mais je le vis régulièrement et maintenant je l'assume parce que je pense que j'ai réussi à mettre on va dire des barrières de protection quand elles méritaient d'être. Oui, oui. J'aime beaucoup là que tu parles de saine humilité et de saine confiance en soi. Pour moi, c'est deux qualités qui vont vraiment ensemble. On ne peut pas avoir... enfin, j'entends, l'humilité favorise la confiance en soi, en réalité, pour moi. La bonne humilité et bien sûr la bonne confiance en soi. Alors, je pense que c'est très important. Euh, Si tu veux bien, une petite question, parce que là, je ne suis pas sûr de cela. Donc, tu as créé l'entreprise Aledis Prestige. Est-ce que tu en es aujourd'hui la CEO, la directrice principale, ou c'est en tandem, ou comment ça se passe? C'est alors c'est encore, je dis «oui» parce que je l'ai créé. Mon mari a rejoint la boîte il y a 4 ans et je dirais qu'on est vraiment devenus un duo. Il y a une répartition des tâches qui est assez claire, mais il y a une forme de complémentarité sur beaucoup, beaucoup d'aspects qui est aussi là et c'est, je pense, la force de notre couple, c'est que on sait ce que l'un et ce que l'autre font. On a nos degrés d'excellence qu'on a essayé d'allouer de manière la plus stratégique qui soit pour la société, mais il y a une complémentarité qui est très forte. Donc rien n'est vraiment, scindé, type, les opérations marketing sont gérées que par l'un ou par l'autre, bien au contraire, il y a un échange et l'échange, ça peut être, 3 phrases, en faisant le souper, hein. C'est ça aussi, c'est pour ça que ce work-life balance, pour moi, il n'existe pas. C'est complètement blended et c'est un peu de l'un et un peu de l'autre en permanence. Donc duo, clairement duo. Ok. Et ça veut dire que les décisions stratégiques, vous les prenez à deux, ou il est plutôt ton sparring partner pour finalement c'est toi qui décides? On les prend ensemble. On les prend Ok, ensemble. Pour ok. moi, c'est super important. C'était un choix que de travailler ensemble, donc c'est complètement normal, qu'on décide ensemble. Je dis pas qu'on est toujours d'accord et c'est aussi la beauté, hein, d'être 2. C'est qu'en fait, les décisions sont challengées et du coup, le jour où elles sont prises de manière encore plus, hem, sécure, dans le sens où on les a validées parce qu'on les a mises au défi. Ok, ok. Alors pour moi, c'est important cette question pour tout entrepreneur de la clarté stratégique pour prendre des bonnes décisions. Est-ce que toi, tu as des conseils, des outils, je vais dire vous plutôt, ton mari et toi, pour justement prendre les décisions les meilleures possibles? Comment on fait en fait? C'est vrai que des fois, on adorerait avoir une boule de cristal qui nous dise: «Ah tiens, c'est le bon projet, c'est le bon, next move à mettre en place», mais ça n'existe pas. Heu, je ne vous annonce rien de nouveau. Donc comment est-ce qu'on fait? On a un certain outil, bien sûr, sur lesquels on se repose, bah, voilà, sur des indicateurs financiers, des indicateurs de performance, et ça, c'est précieux. Mais je dois dire que dès le début,
j'ai toujours donné beaucoup d'importance, on va au côté un petit peu intuitif et je sais que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se fait, duquel on parle ou on parle pas, peu importe, j'en parle volontiers parce que je parlais de la petite voix tout à l'heure, je parlais de voilà, du mindset. C'est quelque chose qu'on a et si on se dit: «Tiens là, les indicateurs sont verts, mais je sens pas tel projet ou je sens pas telle collaboration ou partenariat», finalement les indicateurs sont verts d'un point de vue indicateur, financier ou voilà, indicateur pur et c'est dur de se dire: «OK, là peut-être qu'il va quand même pas falloir y aller» ou alors au contraire avoir des indicateurs qui sont peut-être moins ouverts et au fond, soit se dire: «Non, non, mais ça, c'est une opportunité de dingue, je sais que ça va marcher, et je dois foncer là-dedans tout en allouant les ressources de manière, stratégique et sécure». C'est un doux mélange d'indicateurs, d'un côté factuel et chiffré, combiné avec un côté beaucoup plus intuitif et beaucoup plus intangible. OK, 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 OK. J'aimais bien l'explication qui disait que l'intuition, c'est finalement de la data qu'on a quelque part, mais on ne sait pas comment, de façon inconsciente et donc en réalité, c'est pas non plus de la magie ou je sais pas quoi, hein, même si c'est intangible. Est-ce que tu penses que l'intuition, c'est une compétence, c'est un skill qui peut se développer? Ou on l'a pas? Non, non, je pense qu'on l'a. C'est juste que c'est quelque chose qui est pas forcément, valorisé dans le système dans lequel on vit. Enfin, c'est vrai que si on reprend le parcours, scolaire tel que je l'ai connu et tel qu'on le voit, on nous enseigne la matière, on va nous enseigner le français, les maths, on vous donne des outils. Mais, le parcours de vie fait que parfois on rencontre des gens qui mais tiens, il y a peut-être autre chose en plus de ça et c'est autre chose, c'est effectivement ce côté plus intuitif et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'explique pas, c'est quelque chose qu'on peut pas retrouver sur un cahier avec une méthodologie. Donc ça requiert une forme de courage aussi d'oser écouter cette partie-là qui est qui est complètement intangible et parfois peut paraître comme étant, pas raisonnable. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je pensais au terme de courage. Pourquoi peut-être des fois l'intuition demande du courage? Parce que si on prend une décision basée sur l'intuition et ça ne va pas, ça ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu, on ne peut pas se cacher derrière des KPI, des chiffres. On a l'impression qu'on est encore plus responsable, c'était juste un feeling qu'on avait. Alors que si on peut dire non, mais tous les chiffres étaient ouverts et je suis allé quand même, bah, je suis un peu moins responsable, quoi. J'ai l'impression que Mmh. l'intuition nous responsabilise un peu. Complètement, ouais, ouais, complètement et je pense qu'en fait le parcours de tout entrepreneur, il y a un moment mais surtout au début lorsqu'on se lance, bien sûr qu'il va y avoir peut-être des investisseurs qui vont rejoindre l'aventure, qui vont conforter que votre idée et que votre projet et que votre service, sont là et sont en adéquation avec une demande du marché. Mais finalement, on est un pool de personnes qui vont croire en quelque chose et ça, c'est valable lorsqu'il y a une forme de pivot ou lorsqu'il y a un nouveau projet qui se met en place ou une nouvelle collaboration et c'est là où il y a à chaque moment, dans chaque décision, malgré les chiffres, malgré les KPI, un un truc en plus qui vient s'ajouter et qui va donner le le drive, la motivation aux entrepreneurs, à l'équipe, aux collaborateurs pour avancer. OK, OK, ouais, je vois. On va bientôt conclure cette partie stratégique, parce que personnellement, je pense que c'est important de prendre des bonnes décisions, mais la pire des décisions, c'est de passer trop de temps à décider et donc de ne pas passer à l'action. Moi, je pense qu'il faut plus rapidement essayer d'itérer. Mieux vaut se tromper que enfin voilà, je pense en fait, mieux vaut un imbécile qui avance qu'un méga intelligent qui sait tout, qui est figé. Mais quand même, quand on doit prendre une décision importante, donc là, vous êtes deux. Vous êtes deux pour prendre les décisions, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas sous certains angles plus facile et d'autres plus compliqué lorsqu'on est seul, ça c'est une chose. Après, il y a l'intuition de deux personnes. Mais est-ce qu'à part ça, bah, des fois on se dit, mais il y a peut-être des choses que je ne sais pas, et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Est-ce que tu as un outil pour éviter ce genre d'angle mort ou une méthode, une stratégie, quelque chose qui te permet de prendre du recul, sortir la tête du guidon et de découvrir ce que tu ne savais pas pour prendre de meilleures décisions? C'est intéressant parce que c'est vrai que on revient sur l'humilité, et cette question de se remettre en question à un niveau où effectivement on n'a même pas la connaissance de ne pas connaître. Donc ça requiert une double dimension, voire une triple dimension. Au fur et à mesure des années, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est de m'entourer d'entrepreneurs qui étaient plus expérimentés que moi
pas forcément dans le même secteur d'activité que moi, parfois même complètement à l'opposé, mais qui ont aussi été face à des décisions auxquelles ils n'avaient pas pensé un jour, devoir faire face. Et je pense qu'en fait, cette expérience et ce partage d'expérience amène une dimension accélérée. Donc ça m'a donné une forme de vision, sur quels étaient leurs, on va dire, chemins de décision et du coup, les choses auxquelles eux ont dû faire attention et ont dû prendre en considération et du coup, ça m'a aidé à peut-être savoir un peu plus et c'est vrai que le risque, on peut pas l'éliminer, on peut pas le ramener à zéro. Mais de savoir un peu plus et de partager ce vécu et le chemin de pensée, en fait. C'est très, très bénéfique pour moi. Donc ça m'a énormément aidée. C'est une forme de réseau aussi, hein, finalement. C'est un réseau qui est un réseau, d'entrepreneurs, de personnes, dirigeantes. Et parfois même, j'ai des personnes qui m'ont donné des conseils qui n'étaient pas forcément, issus de l'entrepreneuriat, mais qui ont été amenés à prendre un certain nombre de décisions, cruciales dans leur vie et avec une façon on va dire, d'apprivoiser et d'appréhender, heu, les grosses décisions qui a été super bénéfique pour moi. Et en fait à demander de l'aide, faites très attention à qui on demande de l'aide évidemment, parce que le but c'est pas d'avoir un avis pour avoir une énième question à laquelle on n'a pas forcément le temps de répondre parce que, comme tu le disais, heu, l'inaction est parfois très problématique donc et parfois on n'a juste pas le luxe d'avoir, le temps et c'est là où ce réseau-là d'entraide en quelque sorte est crucial. Mmh mh, mmh. Non, c'est clair. Ce genre d'entraide ou de mentorat par les pairs, c'est ce qui se Mmh. passe dans les groupes mastermind, en fait, pour entrepreneurs Oui, où on échange. Des fois, rien que le fait de devoir expliquer à une tierce personne notre situation, on a déjà fait 50 ouais, du chemin. Et puis après, pam, un déclic qui sort de ce cerveau collectif qu'on ouais. appelle le mastermind, c'est très, très puissant. Mmh. Si tu es d'accord, Myriam, on peut passer maintenant à la partie acquisition, croissance. Ouais. Peut-être on peut revenir aussi à tes débuts, pour ceux qui nous écoutent, qui sont à leurs débuts. Question directe, comment tu as trouvé ton tout premier client? Ouais. Est-ce que c'est une anecdote? Est-ce que c'est un levier particulier? Est-ce que tu peux nous partager ça? Ou tes premiers clients? Ouais, ouais. Pour moi, c'était crucial en fait de rencontrer des partenaires qui avaient accès aux clients avec lesquels je souhaitais travailler. Parce que, bon, les stratégies, on va dire, de communication et de promotion telles qu'on peut les connaître, du mass market, ne s'appliquent pas en fait à mon segment de clientèle. Donc, je il faut se resituer. À l'époque, j'ai dit, j'avais 200 francs pour la boîte, donc pour l'inscrire au registre du commerce. Donc, imaginez, Gécom, ça allait pas bien loin, hein. Donc ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai fait le tour des palaces et des 5 étoiles et je suis allée À Lausanne, je peux te demander, c'est ouais, ça? ouais, Ou... ouais, j'ai pas Ouais, de secret. ok, J'ai fait ça sur toute la Suisse romande. bravo. Donc j'ai fait le tour des palaces de Lausanne, de Genève. Je suis allée en Valais aussi un peu, même jusqu'à Berne finalement. Enfin voilà, j'ai fait un peu ce tour des hôtels et je me suis adressée aux concierges. C'est vrai que les concierges dans les hôtels sont quand même une personne, référente et elles savent qui vient, qui va. Elles connaissent aussi les personnes qui sont peut-être en train de s'installer ici et nos clients, pour le coup, vont à un moment ou à un autre aussi passer, un après-midi, un moment, pour prendre le thé ou boire un dîner ou peut-être, passer un séjour dans un palace, en Valais ou à Genève, peu importe. Donc j'ai commencé comme ça. Et en parallèle, je me souviens, j'avais imprimé un petit flyer. Alors j'avais quand même pris la peine d'acheter du papier avec un grammage plus épais, parce que qualitatif. Je l'ai fait toute seule en fait et j'ai pas payé un graphiste et j'ai pas payé, une imprimerie, mais j'avais ces flyers que du coup, j'envoyais en plus de m'être déplacée dans les hôtels, que j'envoyais à des partenaires stratégiques. Et là, c'est vrai qu'on peut parler de cabinet d'avocats, on peut parler de fiscalistes, on peut parler de conseillers en patrimoine. Enfin, finalement, la liste est longue. Hem et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'était très, familial, mais j'étais seule au départ, mais c'était très, très simple en fait. Il y avait rien à inventer quoi. C'est génial, c'est génial. Donc, si je comprends bien, tu t'es dit, quels peuvent être des partenaires stratégiques, des personnes qui sont déjà en contact avec ma cible, mais avec qui je ne suis pas en concurrence.
comment devenir, copain avec eux, ou faire en sorte qu'ils parlent de moi? Ou simplement, je sais pas, il y avait un programme d'affiliation? Ils étaient rémunérés quand tu amenais un client ou? Non, parce que j'avais pas de visibilité, on va dire, sur le business non plus et c'est vrai que pour moi, c'était aussi, une question qui s'est assez vite posée parce que comment les remercier et comment valoriser, en fait, finalement, cette publicité qu'ils allaient faire, à bien plaire, hein? Et le côté des rétrocessions, des commissions, d'affiliation, c'était beaucoup trop complexe et j'avais pas les moyens de gérer ça. Et au-delà de ça, pour moi, il y avait un aspect qui devait rester très clair, c'était le côté, très neutre de leur rôle dans une transaction à venir. Je voulais pas que le client final, qui devait être absolument, satisfait de mes services, sente un biais. Et j'ai vraiment été très transparente avec ces partenaires-là en leur disant: «Bon, ce que nous, on peut apporter» et 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 en fait, ça s'est fait très naturellement parce qu'eux étaient très souvent déjà en affaires avec la clientèle. Donc, c'était naturel pour eux que de répondre favorablement à une requête qu'ils pouvaient avoir, qu'eux pouvaient traiter, mais de pouvoir donner une carte ou un nom pour les requêtes de personnel de maison. Finalement, ils rendaient un service au client et je pense même, pour parler un petit peu au-delà de juste amener une carte, de visite et un nom, et en l'occurrence, le nom de ma société à l'époque, je pense que le client, en fait, était ravi de savoir qu'il trouverait le service, heu, auprès de nous. Donc vous voyez, c'était bénéfique, mais finalement, c'était très gratuit. Ça, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'en te recommandant, la personne qui te recommandait, donc on va dire le concierge, l'avocat, Mmh. l'intermédiaire, en fait, tu lui rends un service parce que lui-même, il va apporter de la valeur à Oui, quelqu'un. Mais la grande question, c'est comment tu as fait pour avoir la confiance de ces gens? Parce que voilà, tu es dans un domaine où l'intermédiaire, il est pas très content. C'est finalement, ah, tu avais pas de clients, on ne te connaissait pas. J'imagine, tu vois, je t'imagine à 26 ans, tu devais être à peu près comme maintenant, donc tu présentes bien, très pro, souriante. Ok, mais au-delà de là, qu'est-ce qu'ils ont demandé ouais. pour te faire confiance? Tu sais, hein, il y a des choses qu'on maîtrise pas dans la vie et je pense que c'est dur de se lancer parce que justement on maîtrise pas l'output du travail qu'on met. Je veux dire, le jour où j'ai pris ma voiture et que j'ai fait le tour des palaces de Genève, en fait, j'en savais rien si ça allait marcher ou pas. J'en sais rien si on allait m'appeler et si j'allais pouvoir, servir le client qu'on allait peut-être me recommander. Donc il y avait tellement d'hypothèses que la conviction, la foi, en la boîte, en moi, m'a fait me lever le matin, me mettre, en route et faire ce que je devais faire. Donc il y a cette conviction, il y a toute la partie qu'on maîtrise pas. La partie que je maîtrise et qu'on maîtrise depuis, c'est le degré de service qu'on fournit et ça, il fallait bien que quelqu'un nous fasse confiance pour la première fois. Donc évidemment qu'il y a eu un premier, il y a eu un deuxième, il y a eu un troisième. Et après c'est ça qui a été et qui est encore aujourd'hui notre meilleure publicité, c'est des recommandations, ce qu'on appelle le bouche à oreille et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas contrôler et ça vient souvent avec des clients qui sont satisfaits quand même, hein, c'est quand même, en tout cas, c'est ce qu'on soigne. Donc c'est vrai que le fruit du travail est après, décuplé. Mhm, mhm. Je pense vraiment en t'écoutant que on revient à la même chose. En fait, c'est le passage à l'action parce que cette jeune femme de 26 ans, avec ses 200 francs en poche, Mmh. elle a dû quand même faire du porte-à-porte, Mmh. prendre du courage basé sur une saine confiance en soi parce que tu savais que tu allais apporter de la Oui, valeur. oui. Mais si tu n'étais pas passé à l'action, tu n'avais pas rencontré, je ne sais pas, 20, 30, 50, 100, 200 partenaires potentiels, ben, tu serais resté sans client, ça n'aurait pas Oui. démarré, quoi. Petit aparté de ma part pour préciser que dans mon cas, de ma propre expérience, la question de la clarté stratégique et du passage massif à l'action, ce sont les deux éléments qui m'ont le plus aidé à progresser dans mes business, littéralement à briser des plafonds de verre. J'ai créé ma première boîte en 98, celle qui m'occupe actuellement en 2000, mon agence, et c'est vraiment ces 2, 3 dernières années, dans le mastermind, que j'ai pris conscience de tout ça. Et je t'invite toi aussi, si tu souhaites prendre de la hauteur, si tu souhaites profiter d'un petit groupe de confiance qui t'aide à te débloquer de certaines situations, à rejoindre le mastermind, ou en tout cas à t'y intéresser, comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça peut t'aider. Tu peux aller sur cartonner.com,
tu cherches la rubrique Mastermind, tu verras de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Peut-être que toi aussi, ça pourra t'aider à avoir plus de clarté et à passer massivement à l'action. Et c'est vrai que dans ces moments-là, par contre, pour revenir un petit peu à ce qu'on soulevait tout à l'heure, moi je laissais aucune place au doute. Parce qu'il y a en fait, il y a pas de place pour le doute à ce moment-là. Si on laisse le doute se glisser dans la faille, bah, en fait, on arrête tout et c'est là où on doit être entouré des bonnes personnes, d'avoir un entourage qui croit en soi, qui vous élève plutôt que l'inverse et go quoi. C'est clair. Est-ce que dès le début, ton positionnement était clair ou tu as, au fur et à mesure que tu rendais des services, tu rencontrais un certain type de clients, tu as fait un pivot soit dans tes services, soit dans ton positionnement ou dans le... Voilà. Je pense que le positionnement par rapport à la cible de clientèle était très clair dès le début et c'est d'ailleurs celui dans lequel on est là maintenant depuis 14 ans. Hem Et par rapport au service, j'étais très claire aussi, hein, par rapport au recrutement de personnel de maison. C'était, le produit initial, enfin, ou le service initial. Il faut savoir que l'activité justement de recrutement et ensuite de location de services sont des activités qui sont soumises à autorisation en Suisse. Donc j'ai obtenu auprès, du service de l'emploi du canton de Vaud et ensuite auprès du SECO à Berne, les autorisations. Donc j'ai commencé par pouvoir faire que du recrutement et après, je crois après 4 ou après 5 ans, j'ai obtenu l'autorisation de faire de la location de service, donc de la délégation de personnel, c'est-à-dire que le personnel est engagé par la société, donc Altis Prestige et travaille sur les enfin, dans les propriétés de nos clients. Mais l'employeur et le responsable légal du contrat, donc celui qui est en charge d'appliquer le droit du travail, c'est Aledis. Et c'est vrai que ce positionnement-là, il a sensiblement évolué, mais on est toujours sur cette niche euh, de clientèle avec le service orienté autour du personnel de maison. Et ensuite, c'est vrai qu'au contact de la clientèle, durant allez, 7-8 ans, les clients, de par le capital confiance qui s'était installé, nous ont sollicités pour d'autres choses. Alors d'autres choses telles que, l'ouverture d'un chalet avant leur arrivée. Par ouverture du chalet, j'entends, s'assurer que bah, le chalet soit purement opérationnel, que la piscine soit à la bonne température, que le frigo soit rempli, con convenablement et en adéquation avec, les besoins de la famille. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses qui font que, ben, leur arrivée est confortable. Et on a mis en place un certain nombre de choses parce que les clients nous le demandaient. Mais c'est vrai que l'arrivée de mon mari au sein de la société a amené quand même, bah, des ressources supplémentaires et des compétences supplémentaires et puis aussi, je dirais, une structure, qui était bénéfique, à ce moment-là, mais qui l'est encore aujourd'hui. Et là, on a profité de faire un peu le bilan de ce qu'on avait fait, de ce qu'on faisait de manière un petit peu justement, plus organique, mais aussi de ce qu'on aimerait faire. Et ça a clairement évolué à ce moment-là parce qu'on a pris le temps, de par les ressources qui étaient doublées sur le niveau stratégique de l'entreprise, et on a pu faire un développement sur 2 piliers qui se sont ajoutés. Un premier pilier qui est celui de la conciergerie. Et là, ça peut aller de l'organisation d'un voyage ou la planification d'un déménagement, par exemple, à vendre une collection de vins parce que la famille quitte la Suisse et la collection de vins, finalement, ça fait pas sens qu'elle suive, enfin, pour différentes raisons. Et le troisième volet, donc le 2e nouveau pilier, qui est celui de l'immobilier hors marché. Donc, on a accès à des biens qui sont forcément, sur le marché. Alors c'est vrai que c'est très confidentiel, c'est très discret, mais ça va intimement s'ajouter au life cycle de nos clients qui quittent la Suisse, reviennent ou souhaitent, développer leur patrimoine immobilier. Donc voilà, les 3 piliers et je dirais la croissance de service s'est faite, bah, finalement organiquement aussi, mais surtout et ça je suis assez fière parce qu'en fait elle répond à des demandes qui nous ont été faites par nos clients. Mhm, mhm, mhm. J'ai l'impression comme ça, en t'écoutant parler, peut-être choque-te de la plaque, hein, tu pourras me corriger, mais que tu es dans un secteur ou un domaine où, une fois que tu as gagné la confiance de ton client, lui-même, puisque l'argent n'est pas forcément un problème, mais ce qui est un problème ou ce qui a de la valeur, c'est la qualité, l'exigence, la confidentialité. Donc, une fois que ces critères sont remplis, on pourrait te demander presque à l'infini, des services et donc peut-être que tu as dû à un certain moment dire, enfin, pour pas trop te diversifier, pour gérer la croissance, dire, bah non, ça, on va pas le faire, on va se concentrer là-dessus. Et ma question, elle est plutôt, voilà, aujourd'hui, tu as une équipe de 40, 50 personnes, ok, donc il y a des ressources.
Mais quand on démarre, on est seul, on est 2, on est 3, on est 5, on peut pas tout faire. Quelle stratégie tu proposes? Devenir l'expert d'une chose ou euh, avoir un client qui nous demande un peu tout, quoi? C'est une question à laquelle il est pas facile de répondre parce que je pense que ça dépend aussi énormément du secteur d'activité, de la cible auprès de laquelle on travaille. Hem et je pense que lorsqu'on est entrepreneur, il y a aussi un côté très, dynamique. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, c'est vrai que ce côté, de créer et cetera, c'est quelque chose qui me fait vivre et qui me stimule énormément. N'oublions pas les ressources parce que money is king. C'est vrai que on parle beaucoup, voilà, de choses un petit peu plus intangibles, mais money is king et j'entends par là que les ressources au sein de l'entreprise, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières, sont cruciales, hein, pour créer quelque chose de nouveau. Mais je dirais plus de manière, hem, raisonnée, parce que parfois il y a des opportunités qui peuvent se créer et qui vont requérir un gap de temps plus important. Je parle de l'immobilier pour nous, ça a pris du temps, mais parce que là aussi, on a avancé à la hauteur de nos ambitions et à la hauteur de nos ressources. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on a plein de temps devant nous et on n'est pas pressé non plus. Donc c'est là où il y a quelque chose qui doit être bien jugé en amont entre, heu, la clientèle dans laquelle on est, enfin la cible dans laquelle on exerce, les opportunités que celle-ci peut amener et la diversification. Parce que c'est vrai que, je sais pas, plein de choses qui me feraient plaisir. On peut parler après du domaine agricole, c'est encore autre chose et c'est chouette et parfois les journées sont trop courtes parce qu'on a on a j'ai plein d'envies. Mais voilà, je pense que c'est important de mesurer le coût des ressources et l'implication de celles-ci. Bien sûr, bien sûr. Et à propos de mesurer, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais d'indicateurs de performance, des KPI. C'est Oui. quoi les KPI principaux que tu suis chaque semaine ou chaque mois, chaque trimestre? Ouais. Moi, j'aime bien commencer par la source, hein, parce que c'est vrai que la visibilité au jour d'aujourd'hui qu'on peut avoir sur le site internet, les retours qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, malgré notre industrie qui est très cachée et qui est très confidentielle, sont souvent des bons indicateurs. Donc ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas à 100 parce que c'est très dur encore pour nous aujourd'hui de corréler le nombre de clics sur tel post ou sur telle page du site internet avec le carnet de commandes, mais il y a quand même un lien, de cause à effet sur les efforts qu'on fait sur le SEO et le nombre de commandes qui rentrent, donc ça, c'est crucial et ensuite, je dirais que la récurrence. Nous, on essaye vraiment d'avoir de plus en plus de loyauté et de stickiness, plus que de loyauté, en fait, de notre clientèle, parce que c'est quand même, agréable et important pour la boîte que d'augmenter en fait, ces aspects-là. Donc, voilà deux critères. Ouais, je pense que le deuxième critère est très important parce que c'est pour 2 raisons, en fait. Pour la raison financière, parce que ça coûte beaucoup moins cher de revendre ou de resservir le même Oui, client que tout recommencer à gagner la confiance. Et personnellement, c'est aussi pour, une question humaine. Souvent, lorsqu'on a un peu ce luxe de choisir avec qui on veut travailler, et ben justement, quand on a trouvé un client avec qui on apprécie travailler, bah, ça nous fait simplement plaisir et donc on peut pas se démultiplier. Quand on vend des services, on vend du temps. Donc, voilà, je complètement. trouve que c'est aussi intéressant de mesurer le taux de. Le contraire, ça serait le churn en fait, hein, le taux de fidélité, comme tu disais, de stickiness d'un client. Si tu veux bien, parce que le temps passe vite, on va passer à la partie organisation et gestion du temps. Justement, tu es chef d'entreprise, tu es maman, tu es partenaire de vie et de business avec un associé, ça aussi c'est chronophage. Tu as un domaine agricole. Est-ce que tu as des secrets pour apprendre à faire toutes ces choses? Par rapport à l'activité, agricole, c'est vrai que j'ai terminé la formation cet été, en fait et pour le moment, c'est une activité qui prend quasi pas de mon temps. Maintenant que j'ai terminé la formation, c'est un domaine qui est un domaine familial, sur lequel j'ai pas, on va dire, d'heures allouées à proprement parler. Alors c'est vrai qu'il y a des échanges avec mon papa qui se font et puis il y a une forme de partage d'idées qui se fait, mais de manière, très naturelle et très sympathique et je le vois pas du tout comme un travail, donc ça, c'est chouette et ensuite sur les autres volets de ma vie, hein, que ce soit, voilà, cet aspect, work life balance.
J'ai pas de recette, mais je dois dire que, je suis assez méticuleuse, sur mon hygiène de vie et par hygiène de vie, j'entends que je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je bois, je fais attention à mon rythme de sommeil, donc c'est des petites choses qui sont tellement banales, mais qui, pour moi, changent tout. Donc ça aide. Excellent, excellent. Et lorsque tu dois décider, enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as une méthode, par exemple, pour gérer ta journée ou ta semaine, Mmh. pour distinguer ce qui est important de ce qui est urgent? Comment tu décides tes priorités? Est-ce que tu as des outils pour ça? Non, j'ai pas d'outils et c'est vrai que des fois, j'aimerais avoir des outils qui résolvent un peu cette problématique parce que parfois le planning de la semaine ou de la journée est fait. Puis ensuite, bah, il y a une urgence, il y a un client avec lequel il y a quelque chose à gérer qui n'était pas prévu. Donc évidemment que, bah, ça prend le dessus sur d'autres choses. Et je réalise en fait à quel point le 9 to 5, donc le 9h, 17h, même si c'est pas forcément l'horaire, permanent, mais est très vite alloué à des opérations, bah, qui doivent être, faites et qui sont parfois un petit peu imprévisibles. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est 5h, bah, je peux m'atteler à des tâches, qui vont être beaucoup plus orientées sur la stratégie, sur l'implémentation de nouveaux projets, de nouvelles collaborations. Et parfois, c'est compliqué parce que qui dit 5 heures dit, enfant et voilà, il s'agit d'ajuster à ce niveau-là. Mais après, on est vraiment une équipe avec mon mari, donc c'est vrai qu'on se partage et on est là tous les 2 et c'est là où c'est crucial que d'avoir un échange et une communication qui soit bien claire. C'est clair, c'est clair. Et si on enlève la variable, vie privée qui est hyper, hyper importante, je dirais même que, enfin, je pense que c'est quand même la plus importante. Si on regarde juste le temps de travail, indépendamment des énergies qu'on peut avoir qui changent en fonction de l'âge qu'on a, de la météo ou de plein de choses. Est-ce qu'en 14 ans d'entrepreneuriat, tu as changé la façon dont tu t'organises et dont tu gères, ton temps? Oui, bien sûr, j'ai changé parce que, bah, il y a des collaborateurs qui ont rejoint l'entreprise et ça, c'est quand même aussi, bah, crucial, hein, parce que ça apprend par contre à déléguer. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend nulle part non plus, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois requiert, bah, du temps tout simplement pour que ça se mette en place et c'est un apprentissage aussi parce qu'on délègue pas de la même manière avec tous les collaborateurs, enfin, c'est un bon mélange de certaines choses et j'apprends encore beaucoup, beaucoup à ce niveau-là et je dirais que j'ai digitalisé un maximum parce que parce que le côté nomade travail, alors nomade en Suisse, on s'entend, hein, je travaille encore depuis Bali, mais fait que c'est chouette de pouvoir, amener une dimension où il y a pas ce lieu physique, qui requiert d'être là. Mais je suis très papier encore et c'est vrai que j'ai mes notes, j'ai une to-do list et je segmente par, presque par département et ça aide vachement. En fait, ça met de l'ordre et je sais que telles choses doivent être faites avec tel collaborateur, donc on va pouvoir, régler ça ensemble et ensuite ce qui fonctionne assez bien, mais qui est toujours respecté, c'est les meetings hebdomadaires que j'essaye d'avoir sur une demi-heure max pour être le plus efficace possible. Oui, excellent. Tu es même naturellement passé à la partie délégation et recrutement. Juste avant qu'on revienne là-dessus, tu as parlé de départements ou des pôles en fait de ton entreprise. Est-ce que tu as encore aujourd'hui la tête ou les mains dans chacun de tes pôles ou tu as mis des responsables de pôle? Oui, alors, j'ai pas comme avant et c'est quand même, c'est chouette en fait. Pour moi, je le vis bien et je pense que c'est crucial pour le bien-être de l'entreprise. Mais oui, 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 on a encore une taille très humaine, hein, de la société, donc c'est important de, bah, de suivre, mais je le dis pas dans le sens, surveillance, mais de voir qu'est-ce qui se passe sur tel recrutement avec tel client ou au contraire, comment est-ce que tel, projet avance et j'adore ce que je fais. C'est clair que je suis curieuse et que j'ai envie de participer, de contribuer. OK, OK. Et on a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont en plein là-dedans, en train de restructurer leur entreprise afin de ne pas être trop dedans, mais sûr au niveau stratégique. Et donc, peut-être que ça leur parle de déléguer certaines décisions par département. Toi, tout à l'heure, tu disais que tu vas faire des réunions d'une demi-heure grand maximum hebdomadaire. C'est une réunion avec
qui et sous quelle forme et tu dois en faire combien en fait par semaine? On a par exemple une réunion qui est justement orientée sur notre département recrutement de personnel de maison. Et là, alors, on essaye en 1/2 heure, 45 minutes de faire un point de situation avec le collaborateur en charge de ce département-là pour, partager les besoins, les difficultés ou au contraire, les succès aussi, hein, de ce service-là. Et ce qu'on a vraiment, tendance à oublier, en tout cas c'est ce qui est arrivé chez nous, c'est qu'en fait, il y a en permanence un flux d'informations qui doit circuler entre les différents, secteurs de l'entreprise. Parce que le client avec qui on est en discussion pour, le recrutement d'une nanny ou celui avec lequel on est en train d'échanger pour l'acquisition d'une nouvelle propriété, en fait, il y a passablement d'informations de ces 2 clients-là qui peuvent être utiles aux autres, départements et c'est là où il y a du cross-selling. Et c'est là où en fait, il faut maintenir les passerelles entre les collaborateurs et entre les départements. OK, OK. Mes questions sont quasiment égoïstes, elles sont pour moi ou tous ceux qui sont dans la même situation. Alors comment se fait cette circulation d'informations? Est-ce qu'elle passe par toi ou tu fais des réunions avec tous les responsables de ces départements? Une réunion par semaine où on est tous ensemble et on est mais par contre, voilà, ça peut être très, chronophage, hein. Donc là, c'est vraiment important de réussir à gérer le temps et d'avoir une préparation en amont de la part de chacun pour très vite aller à l'essentiel. Et puis après, c'est vrai que plus l'exercice se répète, plus il y a une forme d'agilité qui se crée parce qu'en fait, il y a un côté un petit peu multidimensionnel chez chacun de nous et du coup, ben, on essaie d'amener des pièces au puzzle pour la société, en fait, tout simplement. OK. Du coup, quels sont tes secrets pour garder cette réunion entre 30 et 45 minutes s'il y a plusieurs participants? La gestion du temps et c'est vrai que c'est quelque chose qui on a des fois l'impression d'être un petit peu le mauvais élève de la réunion en disant: «Oui, mais 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes» et pas dépasser parce qu'en fait 5 minutes, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois et c'est crucial. Donc il y a littéralement un timer. C'est des visioconférences ou? Ça dépend, on le fait en OK, mixte ou on le fait en présentiel, d'accord. ça a pas tellement de Donc d'importance. le temps de parole est compté alors. Ouais. Alors, justement, revenons sur l'importance de bien s'entourer. Comment tu as fait tes premiers recrutements? Quels sont tes conseils pour pas se planter? Imagine quelqu'un qui est seul, qui doit passer au premier collaborateur ou quelqu'un qui doit grandir. Quels C'est conseils tu leur donnes? c'est dur et c'est vrai que lorsqu'on recrute pour soi, il y a aussi un facteur, émotionnel, hein, qui peut rentrer en ligne de compte. Hem Surtout au début, lorsqu'on est une petite équipe, on se dit: «Il faut que j'ai du plaisir à voir ce nouveau collaborateur et à avancer avec lui». Moi, j'aime bien les vérifications de références. C'est un peu old school, mais pour moi, c'est crucial. C'est crucial parce qu'en fait, une personne qui va être en recherche d'emploi, va bien évidemment montrer, bah, la meilleure partie de ses compétences et de sa personnalité, ce qui est complètement naturel. Et le but n'est pas de trouver, le point noir, du parcours qui pose problème, mais en fait, je pense que d'avoir le recul de collaborations précédentes ou d'employeurs précédents est souvent un indicateur qui peut être assez important et donner une dimension autre. Et je sors un peu de la question, mais c'est quelque chose que des fois je demande même en fait à des partenaires, en leur disant: «Mais est-ce que vous seriez d'accord que j'échange avec un autre partenaire sur telle ou telle collaboration?» Si c'est possible, hein, parce que des fois c'est pas possible pour plein de questions et parfois même juste des questions de confidentialité. Mais je trouve que ça sécurise, donc c'est ça qui est important. Une fois de plus, le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, vérification des références. On peut imaginer, des tests, hein. Moi, j'en ai fait, des questionnaires pour essayer de comprendre un petit peu quel était le degré d'affinité avec tel sujet ou tel autre sujet. Une fois de plus, on n'est pas ingénieur, donc notre approche n'est pas forcément toujours très mathématique. Il y a beaucoup d'intangibles aussi, hein, le recrutement. Bien sûr qu'il y a des process, mais on a aussi cette partie, bah, voilà, qui est plus fine dans le recrutement de nos clients. Donc c'est un doux mélange de de process et d'intuition, j'y reviens. Oui, oui, oui. Mais je trouve intéressant que tu mentionnes le check des références qui est très humain, prendre le téléphone, je pense que c'est moi je le faisais je l'ai pratiquement jamais fait pendant très longtemps et les derniers recrutements, je l'ai fait grâce à un mastermind justement, à quelqu'un qui m'a donné cette idée, je l'ai fait et ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai parlé, parce qu'en fait, on voit tout de suite les gens qui donnent volontiers des références et les gens qui peut-être
pour de bonnes raisons, ne peuvent pas ou ne veulent pas, mais du coup, on peut aller creuser et comprendre pourquoi. Donc déjà, c'est de la matière pour mieux connaître le candidat ou la candidate. Mais ça m'est même arrivé en parlant à la référence, donc l'ancien employeur ou ouais, employeur en l'occurrence, que l'employeur m'a encore mieux vendu le Ah ouais, candidat que le candidat s'était vendu. Et il m'a dit, c'était un homme en l'occurrence, il m'a dit des choses que le candidat ne m'avait pas dit, que je ne savais pas. Et ouais. donc, je pense que un bon outil qui est pas si old school. En fait, on est des humains et donc, non, non, c'est un bon point que tu nous donnes. Non, c'est aussi quelque chose qu'on fait pour nos clients, hein. C'est vrai que lorsqu'il s'agit de recruter pour une tierce personne, évidemment que c'est encore autre chose, le degré de responsabilité est tout autre. Mais effectivement, il y a des histoires qui sont magnifiques parce que, comme tu le disais, on a des familles, qui ont travaillé avec tel ou tel collaborateur qui vont nous dire: «Mais en fait, il est phénoménal, on le regrette, vous ne pouvez pas le garder parce que, bah, telle ou telle raison». Mais c'est vrai que c'est toujours, c'est une belle partie du métier. Voilà, ouais, non, excellent. Et de notre côté, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait au début lorsque tu as recruté pour toi-même et voilà, des enseignements que tu peux partager avec ceux qui débutent dans le recrutement pour eux-mêmes? Ouais, c'est un peu, c'est dur, hein, quand on se trompe, parce qu'on se trompe, ça peut être, ça peut être dommageable pour la collaboration, pour la relation, puis ça peut être dommageable pour la société aussi. Donc c'est si on se trompe, c'est ouais, c'est pas forcément une partie de plaisir. Comment faire pour éviter? Mmh, je pense que ce qui est crucial, c'est vraiment d'être très factuel sur ce que la boîte peut offrir, ce que la boîte attend. Et là, je parle bien de la société, hein, parce que finalement, un collaborateur va amener sa pièce à l'ouvrage de l'entreprise et bien sûr qu'il y a des humains là, oui. Moi, j'oublie jamais que le focus est sur la boîte. Donc, être très, très clair là-dessus et je dirais qu'il faut être aussi assez humble pour savoir se dire: c'est une excellente personne, mais pas pour nous». Et des fois, c'est dur parce que, on se dit: «OK, en fait, elle ou il a telle, compétence, telle plus-value, mmh, mais il y a peut-être pas de marge» mais avec le recul, pour avoir eu une fois une erreur de casting qui était un petit peu houleuse, je le savais. Encore une fois, l'intuition, hein, Mmh. qu'on doit plus écouter parfois, ouais. Alors, bah, merci de partager ça. En parlant de délégation, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'un CEO ou une dirigeante ne devrait jamais, jamais déléguer? Ça a été dur pour moi d'assumer ça parce que c'est quelque chose qui était assez, je pensais pas que c'était aussi important que ça. Mais je pense que l'entrepreneur est clairement, une partie intégrante de l'ADN de la boîte. Qu'il y a des moments où on a envie, on s'éloigne peut-être daily operation parce qu'en fait, bah, il y a du stratégique, il y a des niveaux d'expulsion qui requièrent notre pleine attention et c'est grisant. Enfin, moi, j'adore être sur ce niveau-là et vraiment dans les, projections, les dans les budgets et cetera. Et bien, ça prend pas la majorité de mon temps, mais enfin voilà, quand il y a un gros projet, parfois ça demande une allocation des ressources importantes. Je pense que l'entrepreneur ne doit pas trop s'éloigner ou trop longtemps s'éloigner du cœur du business. OK, merci, merci, merci. Puisque tu as une boîte qui est comme une on peut dire, proportionnellement une assez forte croissance pour le genre de service que tu rends, comment tu as fait pour passer de une, 2, 3 personnes à 60 ou 40, 50, peu importe, tout en gardant tes valeurs? Comment tu fais pour que tes équipes partagent tes valeurs et te représentent comme tu le souhaites? Je dirais qu'il y a 2 dimensions chez nous, parce qu'il y a la dimension à l'interne, hein, où c'est des collaborateurs avec lesquels, bah, on se voit tous les jours, on échange et après il y a les collaborateurs qui sont employés par Aledis, mais qui travaillent, avec nos clients et avec lesquels on est parfois, très peu en contact finalement. Parce que c'est vrai qu'un recrutement réussi est un recrutement sur lequel il y a peut-être, très peu d'échanges parce que quand ça roule, ça roule. Comment garder l'ADN et comment garder ces valeurs-là?
Je pense que c'est crucial de s'entourer de personnes qui ont un système de valeurs similaire. Hem, Moi, je pense, notamment justement à la valorisation du travail bien fait, du faire plaisir. On est une société de service, hein, donc c'est vrai que ce besoin et cette envie de faire plaisir à nos clients, à à à nos responsables, hein, parce que certains de nos collaborateurs finalement travaillent pour nos clients et le client est le responsable et le bénéficiaire du travail. S'il n'y a pas ça, ça marche pas. Donc c'est Mais comme pardon Myriam, comment tu détectes ça dans la phase de recrutement? Que la personne partage tes valeurs? Parce que tout le monde peut dire: «Oui, je suis pour la qualité, oui, ouais, ouais, l'intégrité». ouais. Écoute, j'ai pas de méthodologie à partager. Je pense que c'est un sens qui s'aiguise et qui se développe. Moi, j'ai été cavalière pendant très longtemps et c'est vrai que lorsqu'on monte à cheval, ben, finalement, le cheval, on n'interagit pas sur un modèle de communication comme on le fait aujourd'hui. C'est du non-dit, c'est du non-verbal, c'est du ressenti, c'est tout un tas de choses et c'est pas monodirectionnel, c'est bidirectionnel. Le cheval parle autant que vous lui parlez, dans un langage qui n'est pas commun et ça, je pense que ça m'a aidé à développer une forme de sensibilité à de la communication non verbale, à des choses qui sont, ben, pas écrites dans des manuscrits, quoi. Et et j'espère que notre audience va pas penser que je suis complètement, ubuesque dans mon approche de l'entrepreneuriat et de la gestion de la boîte, mais c'est vrai que ça fait partie de l'équation, en fait. Au final, tu parlais de l'IA avant, on peut remplacer un certain nombre de choses, mais ce côté très, humain, très relation, très contact, très feeling, en fait, ça fait partie du deal et je trouve que c'est ça qui est génial. Complètement. Moi, je te remercie pour ton authenticité. Tu vois, il y en a qui, je le remarque parce que dans nos clubs d'entrepreneurs, on a tout type de profil d'entrepreneur, de, du jeune de 18 ans qui veut se lancer, qui est impressionné, qui dit waouh, machin, il a une entreprise avec 10 employés, waouh, 50, waouh, il passe à la télé, etc., etc. On est vite impressionné par les autres et on oublie que on est tous des humains avec les mêmes peurs, les mêmes réalités, les mêmes choses intangibles. Et donc, merci pour ce côté authentique qui peut détendre, qui peut être inspirant. Je suis sûr qu'il est inspirant pour ceux qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup, Myriam, pour cet échange. On s'approche gentiment de la fin de cet épisode et je vais te poser les deux questions que l'on pose tout le temps à nos invités. La première, Myriam, c'est qu'est-ce que le vrai succès dans la vie pour toi? Quand j'ai des grosses décisions à prendre ou que j'ai des moments un petit peu, difficiles à traverser, je me dis toujours: «Comment est-ce que je regarderais à ces situations?» enfin, je regarderais, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, d'ici 40 ans et je me projette, hem, bah, beaucoup plus vieille, beaucoup plus immobile parce qu'il y aura, voilà, ce sera dans une autre phase de vie et je me vois littéralement regarder en arrière. Et au-delà de juste regarder, j'essaie de sentir comment je me sentirais. Sur, bah, peut-être que j'ai une décision à prendre et que j'ai 2 options et je m'imagine, heu, le sentiment que ça génère avec cette première option et la deuxième option. Et en fait, souvent, ça m'aide beaucoup. Merci, merci Myriam de partager ça. Et justement, en se projetant vers l'avenir, est-ce qu'il y a une expérience extraordinaire, professionnelle ou personnelle, que tu aimerais absolument vivre dans ta vie? Ouais, j'en ai plein, j'en ai plein. Le fait de rêver, ça me fait avancer et ouais, j'en ai plein, mais je crois pas que j'ai envie de les partager ici. Mais c'est clairement un moteur de pour avancer et pour continuer à grandir, développer. Donc ouais, rêver. Merci, merci beaucoup Myriam d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cet échange, cette interview. On mettra en dessous de cet épisode tous les liens pour te contacter, que ce soit sur ton site web, sur LinkedIn, ou est-ce que tu as une méthode préférée pour qu'on puisse te contacter? Non, c'est très bien. LinkedIn, c'est très, très bien. Parfait. Merci beaucoup Myriam. Merci Giuseppe. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté de la valeur. Peut-être ça va te faire réfléchir ou ça t'a apporté un déclic
sur un sujet ou l'autre. Et maintenant, on t'invite à faire une de ces 3 choses, de la plus simple à celle qui est la plus généreuse finalement. La première, et ça c'est clairement la base, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. En t'abonnant et aussi en activant la cloche, tu as beaucoup plus de chances d'être averti lorsqu'on sort un prochain épisode. Et crois-moi, on en sort beaucoup et il y en a qui arrivent avec énormément de valeur. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, bien entendu, c'est de penser à un ami, une personne à qui cette vidéo pourrait être utile, ce podcast pourrait lui apporter de la valeur. Tout simplement, tu appuies sur le bouton «Partager» ou tu copies l'URL et tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, la personne en question te sera infiniment reconnaissante et nous aussi, parce que ça nous aide à faire connaître la chaîne, faire connaître le podcast et donc ça nous encourage à continuer sur cette voie. La troisième chose qu'on t'invite à faire, attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah bah non, mais c'est clair. Peut-être que pendant l'épisode, tu as, pensé à quelque chose, une question, tu aurais voulu poser une question à l'intervenant, de l'intervenant et donc on t'invite maintenant à la poser ici en commentaire. Comme ça, soit moi-même, soit la personne pourra répondre et c'est une façon de continuer les échanges. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.